Ça, c'est exactement le genre de truc qui m'énerve et c'est exactement le genre de truc qui fait qu'on a créé ces vidéos. Arrêtez de nous faire croire que vous avez eu un doute que vous étiez vraiment dans le ciel, c'est pas vrai. Depuis quand un simulateur devient ludique, un serious game, un immersif? C'est un simulateur, il faut arrêter avec ça. Donc bienvenue à cet quatrième épisode. Ce quatrième épisode qui va aborder pour la première fois ce que nous sommes vraiment, ou disons quels sont les fondements de notre métier. Je vous rappelle que ces vidéos, elles ont été réalisées dans 3 buts. Le premier, c'est de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à en poser. Le deuxième, c'est pour archiver un petit peu l'histoire de l'entreprise, parce que maintenant on fête nos 5 ans et c'est important de savoir d'où on vient pour aller où on va. Et puis la troisième, c'est parce qu'on aimerait mettre nos propres mots sur des idées et des concepts qui semblent être à la mode, mais qu'on prétend être en tout cas un acteur principal de ces notions-là. Et aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance d'avoir eu plusieurs vies, puisque j'ai été aventurier en Chine, j'ai participé en 300 avant Jésus-Christ à l'unification de la Chine. J'ai été visiter le pôle Sud dans les années 1922, comme ça. Et puisque ces vies-là sont aussi importantes pour moi que la vraie vie que j'ai vécue, il s'agissait aujourd'hui, après avoir traité des structures de l'entreprise, d'aller vers l'immersion, vers l'aventure, et c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner votre propre définition de la simulation et de l'immersion ? Ah ouais, ça n'a même rien à voir. La simulation, c'est quand vous mettez tout en œuvre pour ressembler au plus proche de la réalité, à une réalité que vous ne pouvez pas entraîner. Parce que c'est trop cher, ou parce que les risques sont trop grands. Par exemple, quand vous allez dans un simulateur de conduite de camion, pour vous entraîner au début à conduire un camion, l'idée c'est de réunir à peu près toutes les conditions, le tremblement du camion, l'accélération, devant une image pour que vous soyez au plus proche de la réalité. Par contre, vous n'y êtes pas dans la réalité. Quand vous êtes dans un FA18, un simulateur FA18, vous êtes presque en train de voler, mais le presque, il est tellement différent que ça nous permet d'approcher au plus près la vérité sans l'atteindre jamais et en sachant que vous ne l'atteindrez jamais. C'est-à-dire que le pas suivant de la simulation, c'est forcément d'aller en vrai. Voilà, ça c'est la simulation. Donc la simulation, c'est souvent technologique et c'est souvent, vous comprenez bien que si vous plantez un FA18, c'est plus cher que si ça se fait sur ordinateur. Au contraire, l'immersion, c'est quand vous vous perdez quelque part. C'est-à-dire que l'immersion, elle a une notion qui est hyper importante, c'est celle du doute. L'immersion, elle n'est pas forcément technologique, elle n'est pas forcément, par exemple, quand vous lisez un livre et que tout à coup, vous perdez pied avec la réalité, à vous demander si c'est pas vous qui accompagnez ce personnage de D'Artagnan en train de faire un combat à la cape et l'épée, vous avez un doute sur votre propre vie et donc vous êtes immergé dans l'histoire. C'est ça, ça n'a rien à voir en fait. L'immersion, c'est provoquer un doute chez quelqu'un pour qu'il perde pied, qu'il perde un petit peu ses valeurs. Là où la simulation, c'est un entraînement qui vous permet d'approcher au plus près la réalité. Voilà, donc ça n'a strictement rien à voir. Au sein d'Enigma, comment mettez-vous en œuvre les concepts de simulation et immersion ? On les mélange. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'aller dans une immersion. La simulation, c'est un outil qu'on utilise pour que les gens soient d'accord de s'immerger. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat entre le client et nous. C'est que lui, il aimerait vivre une histoire passionnante. Pour créer cette histoire passionnante, on doit simuler une sorte de réalité qui va l'approcher tellement proche de cette vraie réalité qu'au moment où on fera rentrer tous les mécanismes de l'immersion, c'est-à-dire du doute et de la perte de repères,
il va plonger dans cette immersion sans se rendre compte. Et c'est ça qu'on essaye de faire chez Enigma, c'est de faire que quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous ayez un doute sur si ce qui s'est passé était vraiment vrai ou si vous vous êtes fait avoir. Qu'est-ce qui diffère vos aventures de murder party habituellement organisées ? Oula. Je dis oula parce que, en fait, c'est pas si différent que ça. Je pense que c'est une manière de traiter le sujet différemment. Déjà, il y a une chose dont on pense qu'elle est vraie, c'est qu'on est les premiers à faire ça de façon industrielle. C'est-à-dire que une murder party comme la Conicine, on doit être à 100, 110 représentations, ce qui est un truc de fou. J'entends les murder parties qui se font habituellement, si elles dépassent les 2, voire peut-être les 3 séances, et encore, c'est exceptionnel. Nous, on fait 7 séances juste de test sur la Conicine. Donc on le fait de façon industrielle, ce qui provoque beaucoup de choses. Par exemple, pratiquement, à part certaines obligations, par exemple de sexe, les jeux sont créés pour tout le monde. C'est-à-dire que dans la Conicine, on a des rôles d'hommes qui sont aussi des rôles de femmes, qu'on peut mélanger, qu'on peut adapter en 2-3 secondes. Ça veut dire que on peut le faire jouer autant par quelqu'un de 60 ans que de 20 ans, et plus et moins, enfin c'est égal, contre des gens très cultivés ou pas, contre des gens très instruits ou pas. Donc ça c'est le tour de force de nos murder parties, c'est déjà qu'elles sont adaptées à peu près, enfin disons au plus grand nombre. Après on est obligé de se baser quand même sur des lieux communs, qui fait qu'on ne peut pas tout faire non plus. Contrairement à nos têtes d'affiche qui elles permettent de créer des scénarios sur mesure. Donc nos murder parties, elles ont cet avantage-là en étant industrialisées, c'est qu'elles s'adressent au plus grand nombre. Et je dirais qu'il y a une deuxième partie qui me semble être pas dénuée d'intérêt, c'est que d'après moi, les scénarios qu'on propose sont vraiment très très bons. En fait, c'est assez simple. Sur 1000 personnes qui sont venues jouer, et je pense qu'il y en a plus, mais 1000 personnes qui sont venues jouer, je pense qu'on a 995 personnes très heureuses. Ce qui montre que le taux de réussite de nos scénarios sont quand même exceptionnellement hauts. Et puis ça c'est pour parler des similitudes. Il y a quand même de grosses différences avec une murder party, c'est que sur les 14 jeux qu'on propose, il y en a 3 qui ont un meurtre et il y en a 2 qui sont des murder party au titre classique de la murder party. C'est-à-dire que je crois que non seulement on a des scénarios qui sont très très forts, d'ailleurs on n'est pas seul à les écrire, il y a beaucoup de monde derrière un scénario qui s'écrit, mais en plus on a une mécanique originale et très souvent chaque jeu est tellement différent qu'on en redemande. Je pense qu'on aura l'occasion de vous les présenter ces jeux-là, mais si on prend juste comme ça en 2 mots la différence entre un Peter Pan dans lequel vous jouez des princesses et des princes de Disney avec une vraie murder party, avec des pouvoirs, avec des types points d'action, même s'il n'y en a pas, ou un jeu comme Director's Cut où on refait le remake d'un film qu'on a beaucoup aimé, qui va à l'encontre d'à peu près tout ce qui existe, qui est à la fois ridicule mais bienveillant, qui est à la fois drôle mais avec beaucoup de profondeur. Bref, il n'y a pas de meurtre, c'est juste un jeu pour s'éclater. Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que ça crée des souvenirs impérissables parmi ceux qui vont s'éclater. C'est ça qu'on essaye de faire avec l'immersion. C'est qu'à la fin, quand vous vous levez le lendemain, vous dites « mais j'ai vraiment été cette actrice-là » Voilà, c'est ce qu'on fait. Vous êtes un grand joueur de jeux de rôle et un très bon maître de jeu. Quand on plonge ses joueurs dans un jeu de rôle, on est dans l'immersion ou la simulation ? Alors le jeu de rôle est de nouveau un outil et ça dépend du maître de jeu et ça dépend de comment on l'aborde. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont très techniques, qui sont finalement des jeux de plateau dans l'imaginaire, où il y a tellement de règles et où on utilise tellement de règles que finalement ça devient presque très très mécanique. C'est-à-dire que pour n'importe quelle action, il y a des statistiques, on fait des jets de dés, et c'est à la fois important pour le maître de jeu et pour les joueurs de faire appel au destin et non pas à l'histoire pour résoudre une situation. Et puis il y a les autres
enfin, l'autre côté des maîtres de jeu, si j'ose en faire deux camps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux camps, mais pour expliquer, il faut que j'extrapole un peu, dont je fais partie, où finalement les dés et le destin n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui a beaucoup d'importance, c'est qu'on passe une bonne soirée et que l'histoire soit top. Donc en fait, on va modifier, on va paramétrer en live l'histoire de telle façon qu'elle intéresse le plus grand nombre. Je peux peut-être vous donner un exemple. Vous entrez dans une taverne, vous voulez parler à grands pas à une sorte d'humain héroïque, un peu mendiant, et puis vous êtes au milieu des trolls et des orques, et vous devez essayer de vous en sortir. Donc vous allez faire, dans le premier type de jeu de rôle, vous allez essayer de faire des jets d'empathie, des jets de diplomatie, vous allez essayer d'utiliser la filature, voire de vous infiltrer sans qu'on vous voie, de telle façon à pouvoir approcher cette personne. Dans la deuxième version, celle que je propose moi, c'est que vous allez sentir vos joueurs. Vous allez dire, ouais, mais vous avez envie quoi? Vous avez envie d'un combat, vous avez envie d'être stressé, vous avez envie que ce soit difficile, vous avez envie d'être surpris. Puis par rapport à la réponse, par exemple, je sens que mes joueurs, ils ont très envie, vous savez, d'être ce personnage dans le film d'horreur qui vient de marcher sur une brindille et tout le monde le regarde et on se demande ce qui va se passer. Alors on va leur dire, bah, fais un jet de filature ou de se faufiler. Mais on s'en fout au fait du résultat du dé. Nous, on sait très bien que quoi qu'ils jettent comme dé, ce qui va se passer, c'est que tout à coup, à un moment donné, ils vont marcher sur cette putain de brindille qui va faire que tous les orques et trolls vont se retourner et les regarder. Et là, on va leur demander, mais vous faites quoi? Vous fuyez? Vous faites semblant que c'est normal? Vous dites, ah tiens, moi aussi je suis un orque? Enfin voilà, comment est-ce que vous allez réagir à cette situation-là? Et donc le jeu de rôle n'a pas l'apanage de décider ce qu'il est. Très souvent, une partie de jeu de rôle, c'est un peu des deux. Mais il y a quand même parmi les maîtres de jeu, parmi aussi l'âge et l'expérience de ces maîtres de jeu, des maîtres de jeu beaucoup plus narrativistes que techniques et des maîtres de jeu beaucoup plus techniques que narrativistes. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est quel que soit le maître de jeu avec lequel vous jouez, quand vous faites des grandes campagnes, ces campagnes qui ont marqué l'histoire et les gens, comme par exemple les Montagnes Hallucinées ou les Masques de Nyarlathotep, puis que vous rencontrez quelqu'un qui a joué, quelle que soit la façon dont il a joué, vous avez l'impression d'avoir joué la même histoire. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans une simulation, parce qu'on ne simule pas la vie. On n'est pas en train de dire, tiens, dans la vie, si t'étais avec des orques, ce serait comme ça que ça se passerait. Non, on est en train de vous immerger dans un monde dans lequel il existe vraiment des orques et des trolls. C'est ça la différence entre l'immersion et la simulation. On n'est pas dans un simulateur FA18, on est dans un truc qui va vous faire perdre pied et qui va vous générer des souvenirs. Et ça n'a rien à voir avec la technologie. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue cette passion de créer des aventures immersives? On a toujours dit que les questions étaient spontanées et que je ne les connaissais pas. Là, c'est exactement typique. La preuve que je ne m'y attendais pas. C'est en deux temps. La première, c'est que je crois que depuis tout petit, j'ai aimé lire des histoires. Très vite, parce que mon enfance et mon adolescence ont été ce qu'elles ont été, ces histoires m'ont beaucoup plus plu que la vie réelle. Je trouvais que les problèmes étaient plus héroïques, que la vie était plus passionnante que celle que je vivais vraiment. J'ai appris à 17 ans que ça avait un nom, ça s'appelait le bovarisme. C'est quand vous passez votre temps dans les livres parce que vous avez l'impression que le temps des livres est beaucoup plus beau que le temps de la vie. Aujourd'hui, je suis un peu revenu de cette définition-là, mais toujours est-il que ça a été certainement le départ de toute cette réflexion. C'est de me dire, les gens, en fait, autour de nous, ils font quoi? Ils bossent toute la semaine, ils arrivent à la fin de la semaine, allez, ils partent. Il y en a certains, ils vont se foutre sur le toit autour d'une brasserie. Il y en a, ils vont se droguer dans des soirées. Il y en a, ils rentrent chez eux en attendant que ça passe. Et finalement, ce côté métro, boulot, dodo, est-ce qu'il n'a pas une façon d'être qui serait 10 fois mieux que tout ce que je viens de dire? Alors tout le monde ne fait pas ça, hein. Mais ce que je voulais proposer, c'est une autre voie.
Et cette autre voie, c'était de rentrer chez soi, vous savez, d'enlever son costume, que ce soit un costard-cravate, que ce soit une blouse, que ce soit une salopette, que ce soit n'importe quoi. Vous la jetez au placard, vous mettez votre slip par-dessus les pantalons, un gros S sur la poitrine, une cape rouge, et vous partez dans des aventures où personne ne vous arrêtera. Vous allez vivre des choses, des problèmes, des explorations que personne ne pourra vous enlever. Et puis le dimanche soir, un peu fatigué, eh ben vous remettez votre slip sous le pantalon, vous remettez votre blouson, votre costard, votre salopette, puis vous retournez bosser. Et il me semble que si on arrivait à partager ces deux vies dans un seul même corps, on pourrait avoir une vie qui est vraiment, vraiment belle. Ça, c'était mon point de départ dans toutes les aventures Studio Enigma. Et j'espère que j'y suis parvenu. Pouvez-vous nous donner une situation dans laquelle l'immersion était tellement forte que vous avez douté de votre propre existence ? Est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Bon, ça m'est beaucoup arrivé dans la littérature, mais dans la vraie vie. Moi, j'ai beaucoup eu ça avec le jeu de rôle. C'est-à-dire que j'ai une scène comme ça qui me vient un soir, mais j'avais 19 ans. Hein. J'étais chez un ami, on était au 4e étage d'un immeuble, on jouait une partie d'Innomine Satanis, donc un jeu dans lequel vous jouez des anges et des démons qui essayent de maîtriser des territoires sur Terre avec des aventures, on va dire, policières. Et puis, c'était assez beau, j'étais le maître de jeu, et à un moment donné, je dis, ouais, vous entendez une voiture qui arrive, les pneus crissent, et vous entendez un accident de voiture. Et dans les 15 secondes qui ont suivi, on a entendu des pneus crisser, et une voiture s'est ramassée dans le pylône, à côté de chez nous. C'était assez impressionnant, parce que bien sûr que les deux événements n'avaient rien à voir, et peut-être que les 10 à 15 secondes dont je vous ai parlé, c'était plutôt 2 à 3 minutes, mais qu'est-ce que ça change finalement ? On a dû aller aider un gars qui était rentré dans le pylône en dessous de chez mon copain, et c'est fou parce que vous êtes en train d'avoir l'histoire qui sort de votre livre, vous voyez ce que je veux dire ? Alors bien sûr qu'il n'y a jamais eu de vraie perte de pied, parce qu'on ne s'est jamais dit, tiens, on a parlé aux esprits, c'est nous qui avons fait dérailler la voiture. Non, on n'en est vraiment pas là. Par contre, c'est assez impressionnant de voir que tout à coup, ce doute, il est généré chez vous. Il y a des fois, j'ai rêvé des personnages que j'étais, où il y a des situations assez impressionnantes où vous vous êtes tellement mis dans la peau de celui qui calcule comment résister au froid au pôle sud, que quand vous parlez à une table avec des gens qui vous disent qu'ils ont été faire de la peau de phoque et qu'il faisait très froid, il vous vient des réflexes en tête de leur dire oui, mais il fallait prendre de l'huile de phoque et puis graisser un peu vos bottes. Puis en fait là vous vous rappelez que non, ça c'était des méthodes de 1920 puis que ça se fait plus du tout. Puis vous vous demandez mais comment je sais cette information ? Et après vous dites ah mais oui, j'ai été un grand aventurier. Donc en fait ces trucs en étage que bien sûr qui restent dans votre tête parce que personne ne les apprend jamais, parce que c'est des sortes de double effets qui se coulent dans votre tête, ben ça vous rappelle que votre vie elle est passionnante parce que vous en avez plusieurs. Voilà. Je ne sais pas si le fait d'avoir plusieurs vies la rend passionnante, ou si c'est le fait que chaque vie soit si incroyable qui fait que votre vie entière est passionnante. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un truc qui se passe. Maintenant, d'avoir perdu pied, comme je le fais avec les gens qui sont victimes de mes jeux, je suis pas sûr de l'avoir moi-même vécu et je suis pas sûr. Pouvez-vous nous donner une anecdote sur une immersion qui aurait très bien fonctionné dans vos aventures ? En fait, chaque immersion qu'on a créée a très bien marché. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que franchement, c'est terrorisant d'organiser ce genre de jeu au moment où ça arrive. Un de mes meilleurs souvenirs, ça reste quand même le kidnapping qu'on a organisé à Sierre, où, pour des raisons évidentes, on ne kidnappe pas la cible, mais son meilleur ami. Et c'était assez fou, hein. On avait piraté son attel, on avait enregistré mon numéro de téléphone, mais le nom c'était 144. Il y avait son futur mari à côté d'elle. Son meilleur ami devait apporter des skis à Pontchalais, donc il pose sa voiture. Tout était scénarisé en avant. On s'était entraîné
1 heure le mercredi après-midi pour réaliser ça. On avait un bus, lui il parque, de l'autre côté de la route il salue la cible en disant j'arrive, il prend les skis dans la voiture, et là à peine il met le premier pied sur la route, que le bus s'arrête devant lui, la porte s'ouvre, on le pousse dedans, et puis le bus continue sa course, et cette fille elle reste là en train de regarder ce qui s'est passé, en train de se dire putain mais c'est incroyable. Il faut savoir qu'autour de la scène on a quand même plusieurs personnes qui sont en train de filmer, de prendre des photos, qui sont avec des jumelles. On sait exactement ce qui se passe. Moi je viens de kidnapper ce gars là, donc je suis dans le bus. C'est la directrice d'Enigma et aussi scénariste de ce jeu là qui est au volant. Le gars, on se demande s'il s'est pas fait mal, parce que bien sûr on a surjoué, parce qu'avec l'adrénaline, tout ce qui devait être à cette force-là a été un peu plus forte que d'habitude. Le téléphone sonne, c'est le mari qui appelle la police avec le Natel de sa copine. Je fais semblant d'être policier, je lui dis que c'est pas un kidnapping, que c'est pas possible. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent, et ce qu'il y a de rigolo, c'est que nous, la deuxième scène, elle doit absolument se passer au local de musique. Et donc il n'y a à ce moment-là aucun intérêt à aller au local de musique. Mais on dit à son mari, parce qu'il a été briefé pour ça, essaye de lui expliquer que tous les indices doivent être au local de musique. Et c'est assez rigolo parce qu'elle est tellement perturbée, la cible, elle sait tellement pas ce qui est arrivé, qu'il y a des gens autour d'elle qui lui souffrent que c'était certainement un drogué, qui traînait avec des truands, que ceci, cela. Et son mari se tourne vers elle et lui dit, lui il avait l'habitude d'aller au local de musique, je suis sûr qu'il y a des prochains indices au local de musique. Et là où tout mène à penser qu'elle va dire qu'il faut aller à la police, qu'il faut appeler ses parents, qu'il faut faire ce que vous voulez, elle regarde son mari et elle dit « Tu as raison, ça doit être au local de musique ». Bien sûr, moi je les attends au local de musique pour dire que tout ce qui vient de se passer est faux, parce que ça ne peut pas durer si longtemps que ça, parce que c'est assez éprouvant à vivre. Mais c'est assez... vous me demandiez si ça a vraiment marché. Moi je pense que quand on arrive à des états émotionnels aussi puissants, et bien effectivement on peut dire que ça a super bien marché. Et cette fille qui est devenue une amie de la société et qu'on voit régulièrement, elle n'oubliera jamais cette scène-là. Parce que c'est une scène incroyable. Après le jeu va durer encore 3 heures à peu près, hein, et là elle va pouvoir se lâcher et elle va pouvoir créer d'autres émotions grâce à tout ce qui vient de se passer. Mais le kidnapping à Pontchallet, ça reste quand même un truc assez fou qui s'est passé dans la société. Voilà. Ceci sans vous parler... d'autres kidnappings, d'accidents de vélo sur la route du Val d'Airain, de la prise d'otage d'un club de com, enfin sans vous parler de toutes ces aventures-là. Finalement, d'en foutre une bâche et dire aux gens de jouer un rôle, il y a quoi d'immersif ? Eh bien c'est la vraie question en fait. On a souvent au début pensé que l'immersion, elle venait d'un réalisme extrême. Alors on a fait plusieurs tests. La salle dans laquelle je suis, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que ici, on essaye d'immerger les gens dans un sous-marin. En fait, ça ne marche pas, je vous le dis. Si vous regardez ici, les hublots sont faux, les fenêtres sont carrées. Quand je regarde par la fenêtre, il n'y a pas d'eau. Donc en fait, le réalisme extrême, il n'est pas là. Et heureusement, parce que si on avait un réalisme extrême, la première chose que feraient les gens, c'est de nous expliquer en quoi il n'est pas parfait. Que l'eau, elle n'est pas assez bleue, que le ciel, il n'est pas assez nuageux, que le tangage du bateau n'est pas assez réaliste, que les lumières ne sont pas les vraies lumières d'un sous-marin. Et les gens passeraient leur temps à nous expliquer en quoi il est faux. Alors qu'en créant un faux décor, mais avec suffisamment de repères pour qu'on puisse jouer à faire semblant qu'on est dans un sous-marin, vous expliquez le contrat de jeu à votre client. C'est-à-dire que vous lui dites, voilà, on simule que c'est un sous-marin. Alors on simule qu'il va tanguer un peu, on simule qu'il y a de l'eau par la fenêtre, on simule que la fenêtre carrée elle est ronde, mais pour le reste c'est quand même relativement bleu, il y a des jolis dessins, il y a des vraies cartes derrière moi. Donc on va faire semblant de dire que ça c'est un sous-marin. Et tu es d'accord de jouer à faire semblant avec moi qu'on est dans un sous-marin ? À partir du moment où le gars il a dit oui,
vous avez tout le terreau favorable à pouvoir l'immerger. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il a adhéré au fait que tout n'était pas parfait, que quand vous lui faites rentrer dans cette simulation des éléments d'immersion, du genre un vrai Capitaine Nemo qui rentre, ou une vraie pieuvre dans une assiette, qui va être là et il va dire « Waouh, putain, on est vraiment dans un sous-marin ». Et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc non, il ne suffit pas d'une bâche, il faut beaucoup de travail pour amener la personne à lui-même adhérer au fait qu'il est en train de jouer un jeu, pour avoir le terreau favorable, pour pouvoir ensuite lui faire perdre ses repères. Et c'est ça tout le travail d'Enigma. On voit plein d'entreprises aujourd'hui proposer des aventures immersives, mais on a souvent l'impression que c'est simplement du buzz. Pourquoi chez Enigma ce serait vrai ? Ouais, alors, ça c'est exactement le genre de truc qui m'énerve et c'est exactement le genre de truc qui fait qu'on a créé ces vidéos. Vous savez, quand vous allez manger une pizza dans une pizzeria, vous n'êtes pas immergé dans une pizzeria. En fait, vous êtes dans une pizzeria. Voilà, il n'y a pas d'immersion. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo. Une immersion, c'est quand vous avez un doute que ça se soit vraiment passé. Quand vous allez dans une pizzeria manger une pizza, vous n'avez pas de doute. Vous avez été dans une pizzeria, vous avez mangé une pizza. Voilà. Donc tous ceux qui font de la simulation. Par exemple, quand vous êtes dans un karting, vous n'êtes pas dans une immersion de Formule 1. Vous êtes dans une simulation. Et puis encore, vous êtes dans une simulation de Formule 1, peut-être, puis vous êtes dans une réalité de karting, en fait. Voilà, vous n'êtes pas en train de faire semblant d'être Jacques Villeneuve. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes dans un simulateur de parachute, ou un simulateur de FA-18, vous êtes dans un simulateur de FA-18. Vous n'êtes pas du tout... Vous doutez pas d'avoir sauté en parachute. Pour ceux qui l'ont fait, il y a quand même une grosse différence entre sauter d'un avion puis être dans un truc à air. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien et ça ne veut pas dire que c'est pas ça l'idée. C'est juste le vocabulaire utilisé n'est pas bon. Parce que c'est pas vrai. Vous savez que vous êtes dans une simulation. Et c'est très important que vous le sachiez parce que c'est le réalisme extrême de cette simulation qui vous permet de kiffer ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de nous faire croire que vous avez eu un doute que vous étiez vraiment dans le ciel. C'est pas vrai. Chez Enigma, je pense que vraiment c'est notre métier que de faire douter les gens. Et c'est assez rigolo, vous voyez, il y a des gens qui se croisent ici dans nos locaux qui s'appellent encore par leur nom de scène, 3 ans plus tard. Moi, il y a des gens que je vois, je dis bonjour madame l'avocate, elle me dit bonjour monsieur le juge. Alors que ça, c'est la conicine, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Et quand vous leur demandez si ça s'est bien passé, il y a des gens qui vous disent mais j'ai trop kiffé, j'ai vraiment cru que j'étais elle ou que j'étais lui. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, je dis que, allez, 80% de notre métier, c'est de vous faire réaliser ça. Et que c'est très très important le vocabulaire, parce que c'est ce qui fait par exemple qu'on ne fait pas d'escape room, vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous allez faire une escape room sur Sherlock Holmes, mais vous êtes en jeans, puis vous sortez de là, puis vous avez eu un doute que peut-être à un moment donné vous étiez Sherlock Holmes. Mais lisez Conan Doyle, vous allez voir, vous n'étiez pas du tout immergé. Vous étiez dans un jeu, et c'était très bien, et c'était comme ça. Mais qui est sorti d'une escape room en disant « Putain, il faut que j'aille voir un psy, j'ai eu l'impression hier que j'étais Dr Watson ». Mais personne ne fait ça. Chez nous, oui. Chez nous, il y a un moment donné où vous avez un doute d'avoir été Belle. Belle, le personnage de Disney, donc. Vous avez un doute d'avoir été juge au tribunal, vous avez un doute d'avoir été un psychopathe dans Hannibal. Et même si ce doute, il est juste ténu, c'est ce qui fait la différence, c'est que vous avez pu vous imaginer ce que ça doit être d'être vraiment un psychopathe. Bien sûr, au plus proche de la réalité. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'énerve le vocabulaire, parce que je pense qu'il n'y a pas de honte à faire ce qu'on fait. Et le on n'est pas Enigma. C'est-à-dire que celui qui fait un simulateur, il n'a qu'à dire qu'il fait un simulateur. Il n'y a pas de honte à faire un simulateur. Depuis quand un simulateur devient ludique, un serious game, un immersif? C'est un simulateur. Il faut arrêter avec ça. Nous, on dit pas qu'on fait de la simulation, on n'en fait pas. On a des jeux de simulation, mais on ne fait pas de simulation.
Nous, on ne fait pas des trucs de serious game. On n'utilise pas un vocabulaire mensonger pour expliquer ce qu'on fait parce qu'on a honte de ce qu'on fait vraiment. Voilà. Alors je reproche à tous ceux qui utilisent du vocabulaire sans savoir de quoi ils parlent d'attirer des clients par du buzz au lieu de l'attirer par un produit qui vaut la peine. Et nous, on essaye d'être excellent dans le produit qu'on propose. Et notre produit, c'est l'immersion émotionnelle. On en parlera certainement dans une autre vidéo, mais c'est ça notre métier. Alors laissez-nous le faire sans que tout le monde dise qu'il fait pareil que nous. Et pour ceux qui ne croiraient pas, inscrivez-vous à n'importe lequel de notre parti et je pense qu'en une partie, vous allez être convaincus. Dans un monde moderne comme nous le vivons aujourd'hui, pourquoi une femme ne pourrait pas jouer le rôle d'un homme et vice-versa? C'est quoi l'idée? Une prise de position? Alors déjà, la prémisse est fausse, parce que dans la plupart des cas, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une femme peut jouer un homme et un homme peut jouer une femme. Après, il faut, avec tout ce que je viens de dire, c'est hyper simple de vous expliquer ce mécanisme-là. Pour pouvoir immerger les gens, on va jouer à faire semblant. Pour pouvoir jouer à faire semblant, on va se baser sur des lieux communs. Le lieu commun de l'amour, c'est un homme avec une femme. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'on ne renie pas qu'il existe d'autres sexualités, d'autres amours. On ne dit pas que c'est impossible et que c'est malsain. Au contraire, bien au contraire. D'ailleurs, on a des jeux qui traitent de ça. Sexcraft, ils jouent avec ça. D'ailleurs, Sexcraft est jouable par deux couples, mais pas forcément hétéros. Mais quand vous jouez à la conicine, par exemple, et que vous voulez générer une émotion de l'amour, pour 90% des gens qui vont jouer à ce jeu, vous n'arriverez à générer ce sentiment amoureux que si vous mettez un homme face à une femme. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Le lieu commun de l'amour veut que c'est ça qui vous fasse y croire. Y croire, simplement y croire. Donc nos jeux, ils sont de notre temps. C'est-à-dire que là où on peut ne pas s'en préoccuper, on ne s'en préoccupe pas. Vous ne verrez jamais un personnage qui est provocativement, on va dire, ou de manière provocante un homme, alors qu'il pourrait être un homme ou une femme. Mais par exemple, vous voyez, dans l'ordre de la Jarretière, pour parler d'un truc assez simple, peut-être ça va vous parler cet exemple. L'ordre de la Jarretière, c'est moi, à l'aube de mes 45 ans, qui invite 10 à 12 de mes ex, parce que je dois me marier avant minuit, sinon je ne toucherai pas mon héritage. Donc j'invite 10 à 12 de mes ex pour essayer de trouver l'amour rapidement, parce que cet amour-là, il vaut quand même quelques millions. Alors, si vous avez 10 femmes autour de moi, parce que c'est un jeu qui a été, entre parenthèses, fait pour les enterrements de vie de jeunes filles, et que c'est un jeu qui s'amuse avec le badinage, avec l'amour, avec le flirt. C'est un jeu qui est fait là-dessus, qui est très rigolo. Donc si vous avez 10 femmes autour de moi et que les 10 sont en train de me charmer de telle façon à pouvoir gagner ces millions, c'est crédible. Si parmi ces 10 femmes, il y en a une qui est un homme, et au fait avec qui j'aurais vécu dans mes années d'études ou plus tard une expérience homosexuelle, dans les temps d'aujourd'hui, c'est crédible. Vous en ajoutez un deuxième. Allez, c'est tiré par les cheveux, c'est gentiment plus crédible ou moins crédible. Vous en ajoutez un troisième, un quatrième, et vous pouvez faire l'exercice comme ça. À un moment donné, le jeu il devient ridicule avec les yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour créer cette simulation, cette immersion, je suis obligé de simuler une histoire qui est réaliste. Et le réalisme aujourd'hui, c'est pas d'avoir 80% d'homosexuels dans une table hétérosexuelle, c'est plutôt d'en avoir 2%, je crois que les statistiques sont à 2%, et même si c'était 10, qu'est-ce que c'est égal? En fait, on doit laisser, et dans l'ordre de la Jarretière, on laisse la possibilité à ce qu'il y ait tout à coup un homo qui interviendrait dans l'histoire, mais pas plus, parce que plus, ça prête à rire la plupart des gens, et qu'on ne veut pas que l'humour du jeu soit remplacé par les moqueries de notre période générationnelle. Voilà. Ça n'est en tout cas pas un message et ça n'est en tout cas pas une prise de position, parce que je crois que justement c'est une de nos valeurs chez Enigma de ne pas juger de cela. En fait, on est très spectateur, vous savez, on est comme un peintre qui essaye d'être le plus réaliste possible, on essaye de dépeindre le temps d'aujourd'hui. Alors je comprends bien qu'il y ait des gens qui aimeraient qu'on dépeigne le monde de demain, mais c'est pas notre métier.
Il y a des gens qui souhaiteraient qu'on reste au monde d'hier, c'est pas notre métier non plus. Nous, on essaye de vraiment peindre le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la photo, elle est comme ça. Il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas fait ces jeux-là, et peut-être que dans 10 ans, on en fera d'autres, avec d'autres moralités, d'autres principes éthiques. Aujourd'hui, on essaye juste de montrer le monde tel qu'il est, et on essaye d'être au plus proche de la réalité, sans heurter personne, ni communauté, ni croyance. On essaye juste d'être au plus proche de notre conscience par rapport à ce qui se fait. Et on est très précis d'ailleurs dans les briefings avec les gens qui le font. Par exemple, Sexcraft ou Hannibal, c'est des jeux qu'on explique beaucoup de telle façon à ce qu'il y ait... Parce que le but quand même d'une soirée Enigma, c'est de passer une bonne soirée. Alors on n'aimerait pas que la personne, elle vienne et heurtée dans sa sensibilité ou dans ses croyances, elle passe une mauvaise soirée. Donc c'est très très important pour nous, comme à la question précédente, d'être très très précis sur le vocabulaire qu'on utilise, parce qu'on ne veut que des gens heureux au sein d'Enigma.